Bonjour, vous êtes à l'Institut des Libertés et vous ne le croirez pas, mais je reçois pour la troisième fois Mathieu Boccoté. Bonjour. Bonjour, et qui est donc, comme chacun le sait, donc professeur au Figaro et journaliste, pas encore au Collège de France, mais ça ne saurait tarder. Espérons. Vous savez, c'est la formule qu'avait employée De Gaulle pour parler de Raymond Aron, ce qui était un peu dégueulasse quand même. Enfin, c'était pas complètement faux. Et comme on en discutait tout à l'heure, Raymond Aron est autant resté pour ses éditoriaux que pour ses livres. Ce qui est curieux quand même, parce que parfois, c'est comme Voltaire qui reste qu'à cause de Candide, quoi. Tout le reste est illisible. Non, mais le génie de Aron a été d'être le seul intellectuel qui était cortiqué. Il y avait tout l'appareil en fait universitaire avec lui, mais il n'était pas dans la marxophrénie de l'époque. Non. Et le refus de la marxophrénie fait en sorte qu'il devient le point de ralliement intellectuel de ceux qui ne veulent pas penser dans les catégories obligatoires du progressisme mondain. Et encore aujourd'hui, on le voit, on le relie comme un professeur de liberté et de courage. De courage. Voilà, parce qu'on parle toujours de liberté, mais en fait, il a fait preuve d'un courage terrible. Tiens, j'en ai une bonne sur Raymond Aron. Tiens, on va parler du livre aussi, hein, vous inquiétez pas. On n'est pas là pour... J'avais un de mes beaux-frères qui était titulaire de la chaire de droit constitutionnel à Bordeaux, donc un homme tout à fait éminent, élève de Raymond Aron. Il était plus âgé que moi. Et un jour, il était chez Raymond Aron. Il y a Raymond qui lui demande, Jean-Louis, il s'appelait Jean-Louis, est-ce que vous aimez les femmes? Et Jean-Louis dit, ah oui, j'aime beaucoup les femmes, oui, j'aime beaucoup les femmes. Et Raymond Aron lui dit, vous n'arriverez à rien. Oui, alors, pour la petite histoire, Dominique Schnapper raconte dans un livre de mémoire d'entretien que l'organisation de la vie pratique de Raymond Aron, c'était que son épouse le barricadait dans l'étage, dans son bureau, et il était interdit à toute personne de venir le déranger pendant qu'il travaillait. C'est une organisation parfaite, me semble-t-il, de la vie familiale. Voilà. C'est-à-dire, il pouvait travailler à temps plein, et son épouse était la première gardienne de son travail à temps plein. Voilà, c'est ça, voilà. Mais je crois que l'épouse qui était ma belle-sœur de Raymond Aron, de Jean-Louis Serin, ne l'a pas protégé à ce point-là, quoi. C'était, mais il était très charmant et très gentil. Bon, maintenant, on va parler de votre livre, après avoir dit du bien de Raymond Aron. On va parler de votre livre, et c'est le troisième que je lis. Et le premier, c'était celui qui était sorti sur le totalitarisme dans le goulag. Ouais, ça, on s'est vu il y a 2 ans pour en parler. Et vous m'aviez reçu une première fois auparavant pour mon livre « Le multiculturalisme, religion politique », qui est paru en 2016. Qui était là, dans le fond, à votre thèse. Ouais. Et je vous avais interviewé, vous étiez encore au Canada. Oui, j'étais à Montréal. Vous étiez encore à Montréal. Et c'était, je crois, Emmanuel qui m'avait signalé votre livre en disant, il faut que tu lises ça. Donc je l'ai lu, je l'ai trouvé très bien. On a réussi à vous contacter et à vous interviewer à l'époque. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont écoutés, qui m'ont dit, il est très bien ce gars-là. C'était la première fois qu'ils vous entendaient sans doute. Mais quand même, c'est un peu comme Mozart avec l'empereur d'Autriche. Il y avait trop de notes, quoi. Il y avait trop d'idées, quoi. Oui, mais trop d'idées, mais une seule obsession. Non, mais je me marre parce que c'est le compte. C'est bien sûr. On a dû vous le dire déjà, il y a trop d'idées. J'ai déjà entendu quelque chose qui ressemblait à ça. Donc celui-là, c'est une réflexion un peu... c'est sur les 2 Occidents. Ce qui correspond aussi à une de mes obsessions, si vous voulez, c'est la séparation entre les hommes des livres et les hommes des bateaux. Bon, mais ce qui est très intéressant, c'est la façon dont vous le travaillez. Donc, vous le travaillez, si j'ose dire, de l'intérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas essayé de regarder la façon dont le reste du monde regardait ces 2 Occidents. Vous regardez les 2 Occidents et comment ils sont organisés, etc. Et donc ça, c'est déjà très intéressant. Alors vous couvrez plusieurs terrains. Et le premier, c'est dans le fond, qui est tout à fait exact, qui m'a beaucoup intéressé, c'est de dire... Ces gens-là ont comme principal objectif, du moins si j'ai compris ce que vous voulez dire, c'est comme principal objectif d'enlever la souveraineté au peuple pour la transférer à des tribunaux. Oui. Qui leur permettront de rester au pouvoir sans être élus. Ce que je cherche à décrire, en fait, vous avez tout à fait raison, c'est on constate aujourd'hui, pendant... Résumons ça ici, la souveraineté populaire était tolérée dans la mesure où elle générait des résultats qui cadraient avec les préférences de l'oligarchie, les préférences de la nomenclatura. Or, ce qu'on voit depuis la révolte populiste qui commence partout en Occident, en fait, dès le début des années 90, au moment, moi je reviens toujours sur ce que j'appelle le cycle de 1989. Donc le mur de Berlin tombe, le communisme tombe, mais on ne se contente pas de dire le totalitarisme vient de tomber et les nations qui étaient dominées
par l'URSS sont libérés, on se dit c'est le début finalement de l'utopie babélienne. Donc c'est l'utopie d'un monde réconcilié, homogène, d'une mondialisation sans d'autre horizon qu'elle-même. Bon. Mais au même moment, ce qu'on a sous-estimé, c'est qu'il y avait dans tous les pays occidentaux quelque chose comme des gens qui n'adhéraient pas à ce monde sans frontières, sans identité, sans culture et sans démocratie. On les a traités globalement pendant longtemps comme des crétins, comme des restes, comme le bois mort de l'humanité, comme les derniers idiots accrochés au monde d'hier. Et un jour, on s'est rendu compte que ces gens se battaient non seulement sur le mode de la fourche du paysan qui se révolte contre son seigneur, mais ils se battaient dans l'espoir de gagner. Et qu'est-ce qu'on voit peu à peu? Les populistes, entre guillemets, les nationaux populistes, nationaux conservateurs, on leur donne plein de noms, finissent par percer peu à peu. Alors en Europe, premier mode de gestion de la chose, on a décidé de cordon sanitariser la politique. Voilà, donc, en Allemagne, en France, etc. Voilà, le peuple qui vote mal, eh bien, hors du cordon sanitaire. On a aussi cherché à tout faire, en fait, pour interdire dans l'espace public les discours qui contredisaient l'idéologie dominante. On a cherché aussi, ou alors quand ils réussissaient à percer aux élections, on les contenait justement dans la fonction tribunicienne. Mais que s'est-il passé, je dirais 2015-2016, donc la victoire de Trump 1, le Brexit, là le système devient fou. Et si je peux vous arrêter une seconde, ce qui arrive aussi, c'est l'Internet. Oui, bien sûr, mais qui change complètement le mode de production de l'information. C'est ça, ça a tout changé, parce que sans ça, l'Internet, on était foutus, les pauvres. Il y avait, autrement dit, un monopole du récit médiatique légitime. Voilà. Et là, ça s'effondre, et donc aujourd'hui, notamment, les tentatives pour prendre en charge l'Internet, prendre en charge les réseaux sociaux, c'est reprendre le monopole du récit médiatique autorisé. Et là, tous les éléments s'emboîtent. Victoire donc de Trump en 2024, la deuxième fois. Et là, il y a une crise dans la nomenclature européiste où les gens se disent il ne faut pas que ça arrive ici, no passaran. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décide tout à la fois, on le voit en France, de dire, puis c'était déjà annoncé en 2021-22, eh bien, il faut empêcher, par exemple, l'usage possible du référendum. Si les populistes prenaient le pouvoir, eh bien, il faut verrouiller les institutions au nom de l'état de droit. Il faut opérer un transfert massif de souveraineté vers les tribunaux, vers les administrations, pour que si jamais les populistes gagnaient les élections, ils ne puissent pas remporter le pouvoir, que le pouvoir leur échappe encore. En Allemagne, je donne l'exemple de l'AfD, on pense ce qu'on veut de ce parti, mais le fait est que c'est le principal parti d'opposition aujourd'hui, donc on cherche à l'interdire. En Roumanie, annulation des élections, ce qui est incroyable, c'est exceptionnel. Et par ailleurs, et là on en parle beaucoup en France, la volonté de reprendre le contrôle des réseaux sociaux pour que cette parole, cet espace public qui s'était affranchi du pouvoir, qui s'était affranchi de la verticalité du pouvoir, cet espace public, on veut le mater. Et je pense qu'il faut penser à l'échelle de l'histoire ce qui se passe ainsi. Nous sommes devant un pouvoir qui voit des rebelles et qui veut mater l'insurrection, et avec les réseaux sociaux, veut empêcher en fait ce peuple de s'insurger à nouveau, de faire entendre sa dissidence. On veut le ramener dans les marges, et il ne faut pas oublier, le peuple vaincu se décourage, se démobilise, et c'est tout l'enjeu de la séquence présente. Oui, mais il se décourage, il se démobilise, mais en général, ça se termine mal. Ah, mais j'ai pas dit que ça se terminerait bien. Hein. Non, je veux dire, c'est que le peuple est ainsi fait, surtout le peuple français, c'est-à-dire que les Anglais, les Anglo-Saxons, c'est une façon de traiter leur crise qui n'amène pas à un changement mais je sais pas pourquoi en France, une fois tous les 50 ou 70 ans, il faut qu'on aille pendre quelques personnes, parce que c'est elles qui le méritent d'ailleurs. Alors moi, je note une chose, je dirais la 5e République n'est pas née dans des circonstances virginales. Alors on a cherché à marquer une forme de continuité juridique, mais derrière ça, il y a, à l'échelle de l'histoire, on pourrait dire une forme de coup de force qui ne dit pas son nom. Moi, ce que je vois dans la séquence présente, c'est une dissociation, mais de plus en plus marquée entre la légalité et la légitimité. Ça, c'est tout à fait vrai. Et cette dissociation fait en sorte qu'un jour, ceux qui se sentent légitimes, et peut-être le sont-ils, mais qui sont privés de la légalité, peuvent en venir à la révolte. La capture violente de la légalité. Et ça, on ne doit jamais oublier que c'est une possibilité inscrite dans l'ordre politique. Et je pense qu'on entre dans une époque aussi où on a cru, en fait, l'illusion démocratique a voulu qu'on croit que la politique se conjuguait naturellement avec la conversation et le compromis. À l'échelle de l'histoire, c'est pas une constante. La politique se conjugue souvent avec la violence. Alors, pour l'instant, on est dans des formes juridiquement encadrées de violence. Il n'en demeure pas moins que quand on décide de déposséder un peuple de sa souveraineté, quand on décide de programmer, à certains égards, sa submersion migratoire, quand on décide de ne plus protéger le commun est mortel et de se montrer tout à fait tolérant par ailleurs envers les voyous, le commun est mortel se sent dépossédé. Et à ce moment-là, la révolte peut apparaître. Je crois qu'on n'en est pas là. Je pense qu'on en est encore dans la séquence politique, mais on peut craindre le pire. Et vous savez, je ne suis pas tout jeune, comme tout le monde le sait, et il y a quelque chose qui me frappe énormément, c'est que j'ai vécu en Algérie. Mon père était officier là-bas, donc les derniers jours de l'Algérie française, etc. Et j'ai toujours remarqué que, dans le fond,
l'élite non algérienne de l'Algérie à l'époque avait une espèce de condescendance vis-à-vis des Espagnols, des Arabes, des Juifs, des petits Français, des Italiens qui étaient là, mais ils avaient une espèce de condescendance, laissez-nous faire, on sait ce qui est bon pour tout le monde, donc foutez-nous la paix, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la France a été colonisée par cet État, et que je retrouve l'espèce de condescendance que vous deviez avoir au Québec quand les Anglais vous parlaient il y a quelques temps. Oui. Vous avez dû connaître cette espèce de condescendance. On connaît encore Ottawa, hein. Mais... oui, je veux dire, mais vous trouvez pas... Mais je suis absolument d'accord. Et moi, je vais vous dire, il y a un truc qui me fascine dans la séquence politique présente en France. Alors, le récit médiatique dominant dit, il y a un danger, c'est LFI. Puis effectivement, LFI, c'est pas particulièrement inspirant. Non. Mais je note que la situation catastrophique qui est la nôtre aujourd'hui, donc une espèce d'effondrement ou d'explosion, utiliser la formule que vous voulez des finances publiques, la submersion migratoire, la privation des libertés, la démobilisation civique, le fait que la sécurité soit plus assurée dans la rue, ce n'est pas l'œuvre de LFI au pouvoir, c'est l'œuvre de la présente élite, c'est l'œuvre de l'extrême centre, c'est l'œuvre des gens qui se disaient avant même d'avoir des convictions, on est des gens compétents. Avant même d'avoir des convictions, on est des gens modérés, équilibrés, et vous aimez peut-être pas ce qu'on pense, mais nous, on sait gérer. Mais le résultat aujourd'hui, c'est que ces gens-là, les compétents autoproclamés, ont engendré un désastre immense. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont encore le seul argument qu'ils ont à présenter, c'est la compétence. La compétence, sans nous, ce sera pire. C'est quoi pire? Pire est toujours possible, mais franchement, oui, c'est vous savez, pas pire, c'est toujours possible, parce que moi, j'ai toujours pensé aussi, bon, c'est une blague, mais il y a les présidents de la 5e République, il y a eu De Gaulle qui était, on le connaît. Ensuite, il y a eu Pompidou qui était un peu moins bien, mais pas mal quand même. Puis Giscard qui était un peu moins bien, mais pas mal. Puis Mitterrand. Puis ensuite, on est arrivé à Chirac. On est arrivé à Sarko. Puis quand Hollande est arrivé, on peut dire ça peut pas être pire, quoi. Eh ben si. Ah, mais ouais. Vous connaissez peut-être une formule que j'utilise souvent, au fond du trou, il y a toujours une pelle. C'est exactement ça. Et moi, je pense que au pire peut succéder l'encore pire. Voilà. Et l'encore pire, ce serait le moment où une forme de consentement à la violence comme seul instrument possible de gestion des passions humaines, ce qui serait terrible. Hein. Donc c'est pour ça que je me demande, dans la situation actuelle, à l'échelle de l'histoire, il y a des changements de régime, quelquefois qui s'opèrent par des changements d'élite. Oui. Je pense que la présente élite est cérébralement morte. Tout ce qu'elle sait faire, c'est se maintenir au pouvoir, mais tout ce qu'elle prétendait savoir gérer... Par des arguties juridiques, en plus. Non, mais bien sûr, non, mais c'est la manipulation... Au nom de l'état de droit, c'est quand même rire des gens. Oui. C'est une manipulation du droit de manière gênante. C'est une instrumentalisation, soit dit en passant, de l'état de droit sur le mode d'un arbitraire qui lui est spécifique. Regardez, par exemple, le traitement réservé à une revue comme La Furia. Oui. Bon, on en pense qu'on veut de cette revue, mais sur le mode d'une persécution administrative inavouée, on décide de tout simplement chasser de l'espace public un magazine qui dérange. On pourrait donner d'autres exemples. Le nombre de personnes, moi ça me frappe parce que les témoignages sont nombreux, mais c'est pas dans le récit public. Le nombre de militants plutôt identitaires qui sont frappés d'interdits bancaires. Oui. Mais c'est quoi cette... Non mais c'est fascinant. On décide de vous si j'étais banquier, je vous frappais d'interdits bancaires, je me trouverais imbécile. Je préférais vous avoir comme client dans ma banque. Mais enfin, quoi qu'il en soit... Mais moi j'étais dans une banque et ils m'ont fermé tous mes comptes. Et j'ai été viré. Non mais ça pour moi... Ils n'ont pas expliqué. Et en plus, la banque n'a pas expliqué. Mais ça pour moi c'est fascinant. Donc on dénonce souvent le pouvoir personnel, le césarisme sur le mode, c'est le pouvoir arbitraire du souverain. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un arbitraire spécifique à l'état de droit, ou ce qu'ils appellent l'état de droit. Et le fait est que cet arbitraire frappe de plus en plus de gens et que l'état de droit, entre guillemets, va aller de plus en plus loin. Par exemple, dans la régulation des discours publics. Les lois sur les discours haineux sont d'une imprécision remarquable. Elles ont une fonction, faire flotter la possibilité d'une menace sur la tête de tous, et là, tout le monde peut se faire frapper par ça aujourd'hui. Donc, d'une manière ou de l'autre, vous êtes cerné par un système qui est prêt à aller très loin pour se maintenir. Si vous faites un discours, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous aurez tendance à vous auto-censurer pour ne pas être l'objet d'une censure. Exactement. Donc ça limite la liberté de parole. Mais par ailleurs, même si vous vous limitez, en dernière instance, si on veut vous trouver, on va vous trouver. Ah oui, mais c'est ce que disait Richelieu, donnez-moi 3 lignes de l'écriture d'un homme et je peux le condamner à mort. Et vous noterez, par exemple, moi, vous connaissez, je crois que vous avez vécu à Londres. Oui. En Grande-Bretagne, aujourd'hui, c'est le retour de ce qu'on appelait autrefois la police politique. Vous êtes chez vous, il est 6h30 le matin, il y a toc, 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 oui. Bonjour monsieur, vous avez fait un tweet très inquiétant il y a 2 ans où vous êtes inquiété de la submersion migratoire et peut-être même avez-vous parlé de l'islam. Qu'est-ce que c'est ces propos intolérants, monsieur? Alors,
Ce qui était impossible en Angleterre. C'était inimaginable avant. Inimaginable. Moi, j'ai vécu 25 ans en Angleterre, la liberté de parole, c'était même pas, on n'en discutait même pas. Et le fait est qu'aujourd'hui, on le voit en Grande-Bretagne, on le voit en Irlande, on le voit en Écosse, donc les îles britanniques, qui se présentaient un peu comme les derniers gardiens d'une conception de la liberté assez exigeante, sont en train de tomber. Et moi, je vois qu'aux États-Unis, on peut reprocher bien les choses aux Américains, mais le fait est que la liberté d'expression, elle est sacralisée, elle est constitutionnalisée, et il est très, très, très difficile de la faire tomber là-bas. Mais partout ailleurs dans le monde occidental, on considère, d'ailleurs, j'en parle un peu dans le livre quand je parle de Jill Evans, on nous dit, il y a finalement deux conceptions de la liberté d'expression. Les Américains, où on peut dire ce qu'on veut, et l'Europe, où on peut pas dire ce qu'on veut. Ah ben d'accord, mais c'est pas deux conceptions de la liberté d'expression, c'est d'un côté ça existe, et de l'autre côté ça n'existe plus. Exactement. Et c'est tout à fait ça. Et alors, ce que vous dites, c'est que j'ai lu hier, d'ailleurs, une statistique qui m'a épouvanté, c'est qu'il y a 25% des Américains qui considèrent que dans le domaine politique aujourd'hui, on a le droit d'utiliser la violence. Oui. Mais et ça va de pair. Ben, la séquence Charlie Kirk est quand même fascinante de ce point de vue. Combien de gens j'ai entendu qui ont dit, bon, Charlie Kirk, on n'aurait pas dû le tuer devant ses enfants, c'est vrai. Mais pour le reste, il l'a quand même un peu cherché. Ouais. J'ai entendu une formule atroce, de mon côté de l'Atlantique d'ailleurs, quelqu'un qui a dit c'était la mort horrible d'un homme horrible. Donc ce qu'on nous dit, c'est que la violence est légitime, et par ailleurs, même dans une forme beaucoup plus soft, entre guillemets, je parle pas d'assassinat, mais les antifas. La clémence avec laquelle le régime traite les antifas, moi je considère que les antifas sont aujourd'hui une forme de milice autorisée du régime, qui a pour fonction d'aller taper physiquement sur ceux que le régime désigne comme des monstres. Chez Hitler, ça s'appelait les SAS. Oui, mais non, en fait, c'est la psychologie de la SA, quelquefois. Oui, oui. C'est assez fascinant. Mais moi, je m'inquiète beaucoup de ces milices privées, publiques, en quelque sorte. Bon, encore une fois, ils ne tuent pas. Tolérées par le public. Mais c'est exactement... Et probablement subventionnées. Et ça, je ne saurais dire... Tu vois, ils ne s'autofinancent pas par la cueillette des fraises. Mais cela dit, ce que je note, c'est qu'ils reçoivent assez de moyens pour être protégés juridiquement. Lorsqu'ils frappent, ils sont rarement sanctionnés. Quand ils sont sanctionnés, on nous explique sans arrêt que les antifas, c'est une mouvance si vague et nébuleuse et gazeuse que finalement, il est impossible de les frapper. Or, aux États-Unis, Trump, encore une fois, quoi qu'on en pense, a décidé de dire non, c'est une mouvance inquiétante sur le plan intérieur, une mouvance terroriste potentielle. Et donc, il l'a déclaré comme terroriste. C'est un mouvement terroriste. Et ça, je pense que la tolérance envers les antifas en dit beaucoup sur le fait que le régime, globalement, accepte la violence politique, à condition qu'elle soit dirigée contre les méchants, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'extrême droite. Oui, alors, l'extrême droite, ça, vous en avez beaucoup parlé, comment vous définissez l'extrême droite? C'est un type qui n'a jamais été communiste. C'est exactement ça. C'est un type, donc, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Donc, bon, si vous avez jamais été anticommuniste, ça veut dire que vous êtes automatiquement d'extrême droite. Bon. Mais ce qui m'étonne, c'est l'utilisation du mot fascisme ou nazisme, parce que ce bon Mussolini, il définissait le fascisme comme tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État. Qu'on me traite de fasciste, ça me fait rigoler, je suis libéral. Donc, ça veut dire que les gens qui me traitent d'extrême droite ne connaissent rien à l'histoire de l'extrême droite. Ces mots se sont autonomisés de leur contenu historique précis, spécifique. Donc, ce sont des mots qui ont une seule fonction, c'est on peut les coller aux méchants du moment, quelles que soient les circonstances, en changeant la définition, mais en envoyant le signal à tous que nous parlons d'un monstre. Ils auraient le courage de dire, par exemple, parce qu'on a parlé de Raymond Aron, qu'il était un fasciste. Ah, mais ils l'ont dit à l'époque. Ah, mais ils l'ont dit, il ne faut pas se tromper, De Gaulle s'est fait traiter de fasciste, Aron s'est fait traiter de fasciste, et ça arrive toujours sur la tête de quelqu'un. Je me rappelle, mon Dieu, c'est dans le magazine littéraire, dans les années 70, on disait que Aron, c'était la caution intellectuelle de la bourgeoisie réactionnaire, et qui, de ce point de vue, tolérait intellectuellement le fascisme, et quelquefois pouvait lui faire des clins d'œil. Donc, l'accusation de fascisme n'a plus de signification historique. Ça vient d'une seule chose, c'est que on a fait les procès du fascisme et du nazisme à Nuremberg, etc. On n'a jamais fait le procès du communisme. Ah, mais je suis d'accord. Et l'hypothèse communiste est renaissante aujourd'hui. Vous le noterez. Voilà. Ça me frappe au jour où on enregistre. C'était hier, il y avait l'élection à New York avec Mamdani. Et le fait est que si on prend les mots au sérieux, nous sommes devant quelqu'un qui est un socialiste militant qui fonctionne à l'imaginaire communiste. Il peut pas l'être complètement parce qu'il est dans un système constitutionnel qui ne prévoit pas la possibilité du communisme. Mais son imaginaire, c'est un imaginaire d'étatisation progressive de la société. C'est une aversion pour les riches, entre guillemets, et on comprend que chez ces gens-là, les riches, c'est tous ceux qui réussissent à se construire une vie un peu agréable par le travail et par l'épargne. Moi, ça me fascine. Aujourd'hui, il y a cette idée que être riche, qu'est-ce que c'est? C'est quitter l'égalité commune. Or, l'autre nom, ce serait la liberté. Et ne pas avoir besoin de l'État.
Oui, exactement. C'est-à-dire dire à l'État, si je vous emmerde, parce que je peux partir ailleurs. Quoi. D'ailleurs, j'ai un chapitre dans le bouquin sur le retour, la révolte anti-bureaucratique, la révolte anti-fiscale, et ça me frappe aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'extrême centre, la social-démocratie. On a sous-estimé à quel point c'était aussi un régime d'économie planifiée. Tout à fait. Une économie planifiée d'une autre nature, évidemment, qu'au XXe siècle chez les socialistes, chez les communistes, mais moi, je donne un exemple dans le débat récent sur le budget en France. La querelle des niches fiscales, ça m'a rendu fou. C'est-à-dire, l'État prend tout, ensuite redistribue de manière capricieuse en fonction des besoins du moment, tout en menaçant sur le mode du chantage de retirer la niche fiscale si on n'est pas assez sur le mode du cabot de cils. C'est très étonnant. Et on le voit aujourd'hui sur cette histoire des assurances-vie, parce que les gens sont précipités dans les assurances-vie, qui était un très mauvais placement, surtout dans les 4-5 dernières années, parce qu'ils pouvaient laisser ça à leurs enfants. Et maintenant, on dit, tiens, on va peut-être essayer d'enlever ce truc de l'héritage. Oui, mais vous notez, c'est honteux. Non, mais moi, ça me rend fou parce que les questions économiques, vous savez, fondamentalement, dans ma vie, j'ai toujours été assez libéral économiquement, mais mon souci n'était pas là. Moi, j'étais un obsédé des questions identitaires, de l'immigration, je le suis encore d'ailleurs, de l'indépendance des peuples, ça, c'était mon... Mais je considérais, à tort, qu'on avait réglé la question du socialisme et du communisme quelque part autour de 1989. Voilà, c'est l'erreur qu'on a tous fait. Et là, on voit ça ressurgir devant nous. Et lorsque ça ressurgit dans sa forme agressive, Mamdani à New York ou LFI, on voit au même moment que je le disais, l'extrême centre elle-même a basculé dans une forme d'autoritarisme économique qui ne dit pas son nom. Et en plus, ils prétendent défendre les libertés économiques. Ils sont quand même culottés. Et à travers ça, il y a une sociologie qu'on ne fait pas, c'est la sociologie de la classe bureaucratique, qui ne peut se maintenir et s'étendre. C'est très important, ça, c'est des trucs que j'avais trouvé chez Bertrand Journal il y a longtemps. C'est l'espèce de croissance de ce qu'il appelait le Léviathan chez le Moloch. Et vous avez un problème, vous avez les 3 ordres, et puis vous avez l'ordre administratif. Et celui-là, il a une croissance endogène qui ne s'arrête jamais. Et il ne peut exister qu'en vampirisant en permanence la société. Ce qui fait, et là, moi, vous savez, j'aime beaucoup les comparaisons avec les temps de l'URSS. Ouais. C'est exactement pareil. Et le fait est qu'il y avait, Lénine, après avoir constaté que ça fonctionnait plus ou moins son truc, décide de faire la NEP, la nouvelle politique économique. Donc, il faut laisser un secteur privé résiduel assez vivant pour être capable d'alimenter la bête, mais pas assez vivant pour être capable de s'autonomiser. Bon. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on traite le domaine privé, les indépendants, les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, comme une forme de... C'est la nouvelle NEP. Donc, il faut un secteur privé suffisamment vivant pour alimenter la machine, mais par ailleurs, on doit toujours le tondre, on doit le plumer, et c'est assez frappant. C'est assez frappant, et donc, on se rend compte, par exemple, je fais des travaux un petit peu sur la rentabilité des affaires en France, et vous avez quelque chose qu'on appelle la marge brute d'autofinancement. Bon, c'est un truc compliqué. Et ce que c'est simplement combien il reste dans la caisse de l'entreprise une fois qu'elle a tout payé. Oui, et en principe, dans la plupart des pays, c'est aux alentours de 23% du PIB. Ouais, et ben la France, c'est le seul pays, on est passé de 27 à 20 en l'espace de 40 ans. C'est-à-dire que la France, depuis 40 ans, a été gouvernée contre le secteur privé. Ah, mais c'est fascinant. Et plus encore, moi, ce qui me frappe aussi dans tout cela, c'est une polémique récente, mais qui m'obsède aussi, c'est l'aversion déclarée pour l'épargne. On dit, les Français épargnent trop. Les Français ont trop d'argent de côté. C'est une connerie keynésienne. Mais de quoi vous mêlez-vous? Je veux dire, une fois que j'ai gagné mon argent, je peux en faire ce que je veux. Je veux dire, mon argent, théoriquement. Mais regardez, par exemple, le Rassemblement National, là, a des grands projets de fléchage de votre épargne. Oui, bien sûr, non. Alors, une seconde, flécher mon épargne, j'ai pas besoin qu'on la flèche. Et vous noterez, c'est pour ça que là-dessus, je pense que c'est une autre dimension qu'on doit garder à l'esprit. Dans son ambition planificatrice qui se fait passer pour du capitalisme sophistiqué, l'extrême centre, aujourd'hui, entend justement utiliser votre épargne et plus largement tout ce qui relève de vos comportements privés pour les flécher, comme ils le disent, pour être capable de piloter une forme de crédit social à l'occidental. Et ça, c'est une autre... nos élites, c'est quand même assez fascinant combien de fois on les entend nous dire « Je regarde la Chine avec une certaine tendresse. » mais moi, je connais bien la Chine. Et si vous voulez, ce qui est fascinant avec la Chine, c'est que ils ont fléché l'épargne, j'entends bien, mais ils ont bâti des routes, des hôpitaux, des aéroports, etc. Et le niveau de vie ne monte sans arrêt. Parce que
J'entends. Non, il flèche, et ça baisse tout le temps. Mais l'occidental de base que je suis se dit qu'un pays qui est dirigé par un truc qui s'appelle le Parti communiste ne devrait pas spontanément nous servir de modèle. C'est mon côté un peu à l'ancienne. Ensuite, je dis pas, il y a une grande civilisation chinoise. Mais le fait est que quand je vois l'obsession du contrôle, notez, je vous donne un autre exemple moi, qui me frappe en ce moment, notamment de la part des ministres de l'Intérieur, ils sont nombreux, à nous dire, vous savez, devant l'insécurité croissante, tout ce qui pourrait nous sauver, c'est la reconnaissance faciale. Là, un instant, vous créez les conditions, par médiocrité, je l'entends, de l'insécurité généralisée, vous faites en sorte qu'elle se radicalise, et votre réponse, c'est donner plus de pouvoir à l'État pour être capable de combler cette insécurité. Et moi, j'ai une réaction de ce point de vue de Nord-Américain de base. Moi, dans une société normale, je me sens pas en sécurité quand je vois des flics partout. Je me sens en sécurité quand je me promène librement dans la rue et je sens pas le besoin d'avoir un flic. Vous êtes plutôt grand et costaud, mais imaginez une jeune fille de 16 ans avec une jupe courte, en ce moment, à Paris, elle rigole pas. Le fait est que les individus, aujourd'hui, c'est un concept qui circule de plus en plus, c'est l'anarcho-tyrannie. C'est-à-dire qu'on est devant un pouvoir qui persécute, qui frappe très, très sévèrement le commun des mortels qui respecte les règles et qui est d'une tolérance immense envers les voyous de quelle que soit leur forme. C'est tout à fait vrai. Vous savez, il y a une formule que tout le monde utilise, ce pouvoir utilise tout le temps. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Vous l'avez entendu, ça? Ouais, mais je l'ai entendu, je la trouve folle. Parce que le pouvoir trouve toujours quelque chose à nous reprocher un jour. Voilà. Et vous savez qui l'a dit la première, cette formule? Allez-y. C'est Goebbels. Ah bah d'accord. Si vous n'avez rien à reprocher, vous n'avez rien à craindre. Mais c'est ce qu'ils vous disent, non? Donc, les gens qui utilisent cette formule sont des nazis. Alors, je dirais pas que c'est des nazis. Les nazis, ça vient avec 2-3 choses en plus. Oui, bah, mais je dirais, ils ont une psychologie totalitaire. Voilà, ils ont une psychologie totalitaire. Ils sont totalitaires, ils sont pas nazis. Et ça, je pense que cette psychologie totalitaire, parce que c'est non seulement la police des pensées, mais la police même des arrière-pensées, quelquefois. Je vous donne un exemple, montréalais, celui-là, qui date, mais c'est aussi de Barcelone et à quelques endroits dans le monde. On avait voulu lancer des brigades anti-rumeurs. Alors, c'est quoi les brigades anti-rumeurs? C'est les gens qui, dans la ville, circulent dans des conversations, au supermarché, dans les commerces, et qui écoutent les conversations pour voir qu'est-ce qui se dit, quels sont les préjugés contre la diversité qui s'expriment. Et là, soudainement, vous surgissez dans la conversation en disant « Bonjour, je suis de la brigade anti-rumeurs. Est-ce que vous avez véritablement raison de faire un lien entre immigration et insécurité, par exemple? Parce que selon les statistiques que j'ai avec moi aujourd'hui, des espionneurs de conversation. Mais ça, c'est la forme un peu classique, parce que quand on regarde ensuite ce que voulait la Commission européenne avec Chat Control, qui était l'idée d'une surveillance intégrale de l'ensemble des conversations privées au nom de la lutte contre la pédocriminalité. Alors, la lutte contre la pédocriminalité, c'est essentiel, mais quand, au nom de ça, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va surveiller l'ensemble des conversations privées. Mais on vient de basculer dans la logique. En fait, c'est l'œil de Sauron, comme dirait Tolkien, le livre de Tolkien ici, sur Tolkien. C'est Sauron qui regarde tout, qui voit tout, et qui ne tolère pas la possibilité d'un chuchotement de l'un à l'autre sans savoir ce qui s'est dit. Voilà, c'est tout à fait ça. Et alors, bon, ça, c'est sur l'organisation de ce monde et la façon dont ces gens-là ont pris le pouvoir et utilisent le droit comme un moyen d'imposer le totalitarisme. Ça, c'est une idée qui est tout à fait nouvelle, mais enfin, c'est pas si nouveau que ça. Et alors, vous dites aussi dans un des derniers chapitres, c'est qu'aux États-Unis, il y a une nouvelle droite qui est en train de naître. Une nouvelle forme de la droite, et que là, il y a la rupture avec l'Europe qui est totale. Alors, expliquez-nous cette nouvelle droite des États-Unis, parce que c'est une idée intéressante, parce que beaucoup de gens disent « Oh, c'est les vieux, c'est Wallace, c'est tout ça, ils sont racistes. » C'est pas du tout ça. En fait, non, moi je trouve le moment Trump est le point d'aboutissement d'une révolte de 30 ans. Alors, on va y aller très, très, très simplement. Dans le récit officiel, parce qu'il y a un récit officiel du triomphe du conservatisme américain. C'est la droite serait à peu près inexistante après le New Deal, elle aurait été vaincue. Dernier survivant, Robert Taft, plutôt isolationniste, mais bon, il n'est plus là. Recomposition d'une droite autour de William Buckley avec la National Review. Qui m'agaçait beaucoup, mais enfin, c'est autre chose. Oui, qui a agacé beaucoup de gens aussi. Il était très content de lui. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Donc, Buckley fonde la National Review. Ensuite, au même moment, il y a Russell Kirk qui fait un très beau livre, genre The Conservative Mind. Oui. Il y a la séquence Goldwater. Donc, les conservateurs s'emparent du Parti républicain. Ils perdent une première fois, mais ils ont le contrôle de leur parti. Ensuite, c'est la séquence Reagan. Celui qu'on nous a expliqué à l'époque de Goldwater, j'étais aux États-Unis, que s'ils gagnaient, ça allait être la guerre, etc. Et moyennant quoi, ils ont réélu Johnson, et ça a été la guerre. Et ça a été... mais bien sûr. Donc, ça, le parti qui avait les arguments qu'on avait donnés contre Goldwater, ça s'est retourné contre Johnson. Non, mais bien sûr, mais vous avez absolument raison. Alors là, il y a Reagan devient le prochain porte-drapeau. Il y a la séquence réganienne. Reagan prend le pouvoir. Le communisme tombe près de 10 ans plus tard.
Et ben, c'est la victoire, le conservatisme a gagné, Reagan est le nouveau héros, ainsi de suite. Et par ailleurs, la séquence nouvelle qui s'ouvre, c'est celle de l'hyperpuissance américaine sous le signe du néoconservatisme. Et l'Amérique, dès lors, a pour vocation à s'étendre partout sur Terre, partout son modèle, comme si, on le voit en Irak en 2003, on fait tomber le dictateur, ensuite on plante une constitution et une économie de marché et est censé pousser un nouveau New Jersey dans 10 ans. Bon. Et ça, c'est le conservatisme américain qui culmine dans un néoconservatisme qui est un impérialisme démocratique. Et là, moi, ce qui m'a beaucoup surpris pendant cette période-là, c'est que dans le fond, le communisme a raté l'URSS parce que les nations sont ressorties en dessous. Oui. Et quand les États-Unis ont gagné, ceux qui avaient organisé la victoire contre le communisme ont dit on va faire la même chose, mais ils ont raté parce qu'ils avaient des mauvais technocrates. Mais comme nous, on est des bons technocrates, on va réussir. Mais on est passé d'un mondialisme à un autre. Voilà, on a repris le projet de prolétaires de tous les pays, unissez-vous. En fait, c'est incroyable. C'est le drame de l'universalisme moderne. C'est-à-dire toujours cette idée que les nations sont les accidents de l'histoire, que les cultures sont les accidents de l'histoire, et qu'on va en finir un jour et à une forme de technocratie planétaire, une technocratie où à tout le moins, à prétention planétaire, va organiser de manière plus rationnelle la bête humaine. Et on oublie dès lors, je crois que c'est le péché originel de la modernité, c'est d'oublier l'enracinement humain, oublier que l'anthropologie humaine est une... C'est la tour de Babel, quoi. Voilà, exactement. C'est le fantasme toujours renaissant de Babel. Or, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis au début des années 90? Il y a une partie de la droite, entre guillemets, qui n'accompagne pas l'impérialisme néoconservateur. C'est Pat Buchanan, qui est le tournant un peu dans la droite. Mais c'est l'opposition entre Buchanan et Cheney, quoi. Oui, exactement. Mais Buchanan, exactement, parce que Buchanan est une figure passionnante, parce que il a passé sa vie entre des fonctions politiques, le journalisme, bon. Et début des années 92 d'abord, il impose le thème de la guerre culturelle au Parti républicain. Une formule qu'on utilise aujourd'hui beaucoup. Il dit maintenant la bataille culturelle. En 96, il impose dans la course dans la primaire républicaine la critique de la mondialisation, la critique de l'immigration massive, la critique du multiculturalisme et la critique de l'impérialisme démocratique. Donc là, il va exister, il va représenter une mouvance chez les conservateurs pendant longtemps, mais il est traité comme un résidu. En 2000, il est chassé. D'ailleurs, il devient candidat pour le Reform à la présidentielle. C'est un échec. Et au moment de la guerre d'Irak en 2003, on dit « unpatriotic conservative ». Mais il y a Perot qui a été quasiment un candidat. Bien sûr. Mais je suis d'accord. Ross Perot en 92, c'est le... Oui, c'est en 92... Oui, c'est en 92. Ross Perot, en fait, c'est aussi un des signes qui annonce ce basculement national-populiste, même s'il était très gêné sur l'identité. Et là, qu'est-ce qu'on voit ces années-ci, finalement? Eh bien, cette mouvance buchananienne a réussi à s'accoupler avec une figure... césarienne, Trump, et là c'est une alliance. Donc les gueux, les paysans en fourche, trouvent un allié qui était une forme de le mal-aimé de la grande élite new-yorkaise. Ils font alliance, et là qu'est-ce qu'on voit? Mais cette mouvance réussit à s'emparer du Parti républicain et redéfinir le jeu politique, parce que ce qu'on voit, c'est qu'elle arrive, cette nouvelle droite américaine, avec un tout autre imaginaire. Ce n'est pas qu'une gauche au ralenti, ce n'est pas qu'une gauche molle, ce n'est pas qu'une gauche pâle, elle arrive avec un tout autre imaginaire. Et ce n'est pas qu'une gauche blanche. Ah oui, très juste. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire qu'il parle, moi je les ai vus, il parle aux Mexicains, il parle aux Noirs, il parle aux... Et les types se disent, mais il me parle à moi pour une fois. Vous noterez, ça c'est intéressant, la progression du vote Trump chez les Latinos. C'est l'envers de la méthode suivie par les républicains depuis Bush fils. Parce que leur stratégie, c'était on va devenir des multiculturalistes nous aussi. Et donc là, les populations immigrées vont voter pour nous. Et là, ce qu'on voit, c'est inversement celui qui a une forme de nationalisme dans le bon sens du terme fort, décomplexé, dit c'est moi la norme, suivez-moi. Et bien il est capable de capter l'attention d'une bonne partie de la jeunesse latino. Et puis en plus, si vous voulez, si j'ose dire, il n'avait pas honte d'être un homme, au sens masculin. Mais ça, c'est une dimension importante du trumpisme aussi. Il y a une forme... Alors, j'aime pas le mot masculinisme parce que c'est un mot un peu toxique, mais il y a une forme de retour de la virilité qui est revendiquée. Et moi, je le vois souvent dans la jeune génération, ça on le voit en fait des deux côtés de l'Atlantique, chez les jeunes qui ont fait l'expérience à l'école pendant des années d'aversion, de misandrie, d'aversion pour l'homme, de déconstruction systématique de l'homme, plus encore s'il est blanc, tout ça. Il y a une forme de révolte, d'exaspération contre un féminisme agressif. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des garçons de 12 à 18 ans sont élevés par des femmes.
Ça s'est jamais produit jusque-là. Quand on avait 12 ans d'habitude, on passait dans un lycée de garçons et puis on se faisait taper sur la tête par des professeurs de gymnastique qui étaient costauds, quoi. Mais là maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des gamins de 12 à 18 ans sont élevés à 90% par des femmes. Ils ne voient jamais un homme. Alors, vous savez, moi, je pousserai une étape de plus, c'est que c'est l'invisibilisation théorique et culturelle de l'homme. Oui. Moi, je me souviens, alors je sais pas si c'était comme ça en France dans les années 90 et 2000, mais nous, on le voyait chez nous au Québec. Dans les publicités, l'homme était toujours l'idiot. Donc, l'idiot, absolument. Et c'est fascinant parce que moi, j'ai pas d'aversion particulière pour les femmes, loin de là même, mais par ailleurs, je sens pas le besoin pour chanter les femmes de maudire l'homme. Or, le fait est qu'on a traité les hommes comme des idiots, on les a traités comme une forme de technologie primaire par rapport le crétinisme avancé, c'est-à-dire donc la brute. La brute épaisse. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans le Trumpisme? Il y a une forme de virilisme qui, quelquefois, peut être revanchard. Ça, je m'en désole. Et c'est là-dessus, je pense, de ce point de vue, j'ai une préférence en dernière instance pour l'Europe, parce que quelque chose comme une virilité sophistiquée, plus raffinée en Europe qu'aux États-Unis, où ça peut prendre la forme, quelquefois, avec Trump, c'est brutal. Mais dans la droite américaine des temps présents... Les femmes américaines peuvent être brutales aussi. Hein. Je pense que les Américains, en général, peuvent l'être, je vous rassure. Les Américains, c'est une société très brutale. Ah non, mais moi, j'ai aucune aversion pour les États-Unis en soi. Ensuite, je suis voisin de l'Empire comme Québécois, ce qui fait que je m'en méfie quand même un peu. Oui. Moi, je regarde les États-Unis probablement comme un Polonais regarde la Russie. Voilà, avec un tel voisin... Vous avez le problème quand vous êtes dans le même lit, si l'éléphant se retourne, vous êtes un peu aplati. Ah, ben c'est le moins qu'on peut se dire. Avec la séquence des tarifs et ainsi de suite, ça a eu un effet majeur sur l'économie canadienne et québécoise. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. On avait tout misé, nous, sur les libre-échanges avec les États-Unis. Et là, oups, et si le patron ne veut plus, ça devient compliqué. Bon, je dis ça au passage, mais le fait est qu'il y a une évolution dans la droite américaine qui est assez intéressante. Et il y a étrangement, en Europe, il y a un mépris immense pour cette droite américaine. Ça, c'est un autre point sur lequel je voulais vous intéresser, que je trouve passionnant, c'est que vous dites, et c'est vrai, que les Européens s'imaginent toujours qu'ils sont meilleurs, plus intelligents et tout et tout. Et moi, j'ai toujours dit que l'Europe avait commencé à décliner quand elle s'était intéressée à la philosophie allemande. Parce que là, c'était la fin, c'était le début de la fin, c'était incompréhensible. Et puis, les Allemands, ils réfléchissaient sur la Révolution française, puis les Français posaient des questions allemandes sur pourquoi ils réfléchissaient sur la Révolution française. Bref, il y a toujours eu des très grands intellectuels de monde anglo-saxon, qui ont été toujours l'objet d'un mépris total en France. Oui. Ça, c'est étonnant. Vous citez Burke, par exemple. Edmund Burke, c'en est un, mais même chez les plus récents. Parce que Edmund Burke, en effet. Si on fait même une histoire des penseurs américains majeurs de 60 dernières années, Russell Kirk, avec The Conservative Mind, qui est un livre majeur, qui redécouvre, en fait, de manière presque poétique, les racines européennes sur le plan civilisationnel de l'Amérique. Bon, on peut penser chez les contemporains à Daniel Mahoney, qui est un remarquable historien des idées et philosophe, passionné par la France, et il organise presque dans ses écrits toujours une conversation entre le meilleur du conservatisme français et le meilleur du conservatisme américain. Michael Anton, qu'on peut penser aussi, qui lui aujourd'hui a pris les responsabilités dans l'administration Trump, son livre The Stakes est un des excellents essais des temps présents. Puis si on veut retourner juste un peu avant, John Fante, un livre exceptionnel sur ce qu'il appelait le transnationalisme progressiste. On pourrait construire en cette pièce et dans une autre des bibliothèques où il n'y aurait que des penseurs américains majeurs, mais qui ne sont pas traduits, qui ne sont pas lus, qui ne suscitent pas de curiosité de ce côté-ci de l'Atlantique. À tort, parce que souvent leur pensée en plus est beaucoup moins inhibée que celle des droites européennes. Donc ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Qui ont été assez peu inhibés par la dérive marxiste qu'on a eue, nous. Parce qu'ils pensent librement sans avoir ces espèces de carcans. C'est que leur interlocuteur devant eux, c'est pas un marxiste qui quelquefois conjugue ça avec de la phénoménologie. Donc ça fait, autrement dit, c'est pas Merleau-Ponty d'une lointaine époque. Donc on est devant des gens qui, et ça je crois que c'est le meilleur de l'esprit anglo-saxon, ensuite on peut critiquer plusieurs éléments, c'est quand même le souci du réel, le souci des choses. Voilà. C'est pas d'abord le souci de l'hyperconceptualisation pour prouver qu'on est le plus brillant dans un dîner en ville. Et ce souci de la description des faits a quelque chose d'assez jouissif, quelquefois. Parce que ça mène à des conclusions. Et vous noterez, je me permets de donner quelques exemples très, très concrets. Il y a, dans les meilleures revues américaines, la Claremont Review of Books. Bon, on connaît tous le New York Review of Books, donc c'est la revue mensuelle Claremont, des grands c'est une université en Californie. Oui, et bien, exactement, le Claremont, chaque 3 mois,
c'est une lecture dans une perspective conservatrice, mais assez élargie, de tous les ouvrages majeurs parus pendant les derniers mois, les dernières années, et ça fait une conversation au sommet, donc entre des œuvres majeures lues par des intellectuels vivants. Donc la conversation est vivante, la pensée se produit en direct. Pensez à First Things, la revue des conservateurs catholiques, mais qui au-delà de ça pense la question des fondements métaphysiques de notre civilisation. Je pourrais vous faire une liste, longue liste, et ça, ces revues-là, elles n'existent même pas mentalement en Europe. Et ça, c'est d'une tristesse, parce que qui irait les lire? Il ne s'agirait pas de les plagier, mais il s'agirait d'y trouver quelquefois des intuitions qui pourraient être fécondes. Oui, mais tout à fait. Et c'est ça qui est très agréable. C'était agréable en Angleterre, et puis ils ont perdu un petit peu ça depuis une vingtaine d'années. C'était cette capacité. Ce que j'aimais en Angleterre, si vous voulez, c'est que si vous étiez invité dans un dîner en ville ou dans une maison à la campagne et que vous montriez que vous étiez intelligent, vous étiez plus jamais réinvité, quoi. Il disait, il y a pas pire que les gens intelligents. Donc aux États-Unis, il y a une recherche très intéressante intellectuelle, mais il y a une méfiance du grand neuf, quoi. C'est un drôle de mélange. C'est la légitime méfiance, en fait, envers ceux qui... c'est une catégorie nouvelle. Peter Turchin a écrit un livre assez intéressant sur ça. Ce sont ce qu'on pourrait appeler les surdiplômés incultes. Donc... c'est la thèse de Nassim Taleb, ça, les EY. Donc, on est devant des gens qui ont accumulé les diplômes et qui peuvent nous faire une histoire très fine de l'évolution de la théorie du genre ou de l'identité de genre au Paraguay en 1923 et 1926. Et là, apparemment, à cause de ça, on devrait lui confier la marche du monde. Et là, de ce point de vue, mais ça, c'est une histoire à raconter un jour, il y a une histoire de la dégradation des connaissances qui est liée à la croissance institutionnelle des sciences sociales. Parce que moi, les sciences sociales, en soi, je les aime bien. J'en viens. Je pense qu'il y a quelque chose de formidable à faire en lisant des auteurs. Vous avez dit Jouvenel, on peut penser à Pareto, Mosca, Huntington. Mais globalement, les sciences sociales produisent du faux. Et souvent... Et de la compréhension. Non, mais en fait, c'est que ce sont des gens qui produisent un univers parallèle dans lequel on est tous appelés à se mouvoir pour faire carrière dans l'université. Et si par ailleurs on veut s'en extraire, eh bien on est finalement délit de sale gueule en quelque sorte, parce que là vous ne parlez plus le langage codé de ceux qui se donnent du cher scientifique et vous scientifique en tant que scientifique, puis finalement sont des scientifiques à la Zuckman. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais c'est un peu ce qui était arrivé à René Girard pendant un petit moment, quoi. Oui, mais il a fait carrière ailleurs et aujourd'hui c'est une force d'inspiration assez majeure, si je peux me permettre, de ces droits américains dont on parle, mais il y a une histoire, en fait, ça sera un prochain livre que j'écrirai un jour. Vance et René Girard à fond, quoi. Oui, bien sûr, mais il y a une histoire à faire des parias intellectuels, et ça, je pense que c'est une histoire passionnante à écrire, parce que... Vous devriez le faire, ça, parce que c'est passionnant. Ah, ben ça va m'arriver. En fait, j'y travaille mentalement depuis un temps, et il s'agirait de voir comment, autour de quelles questions un homme devient un paria intellectuel, et que fait-il s'il n'a pas 99 ans, que fait-il une fois qu'il a été chassé du périmètre de la légitimité académique? Que fait-il? Comment poursuit-il son œuvre? Et moi, il y a des auteurs passionnants. Jules Monroe, par exemple, qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui. Jules Monroe était absolument passionnant. Louis Powell, lui, c'est son autre registre, c'est un écrivain. Louis Powell n'a jamais été considéré comme un écrivain de référence. On le prenait pour une espèce d'hurluberlu, mais qui en plus avait le culot de vendre beaucoup de livres et de transformer tout ce qu'il touchait devenait un succès de presse. On le détestait pour ça. On le détestait, c'était insupportable. Je me souviens de Le Matin des Magiciens, qui était un peu farfelu, mais... C'est pas mon livre préféré. Je préférais de Powell, mais il était avec Berger qui était fou comme un lapin. Mais ça fait des millions d'exemplaires, ce truc. Oui, mais bien sûr. Mais donc, le fait est qu'il y aurait une histoire des marges intellectuelles à écrire et aussi une histoire de la réception tardive de certains livres. Par exemple, je parlais de Pareto, Mosca. Les théoriciens, globalement, les sociologues, ceux qui pratiquent une sociologie machiavélienne des élites en Italie, premier tiers du 20e siècle. Ils sont absolument passionnants. Et ils sont régulièrement redécouverts par des gens qui... Mais en fait, on redécouvre toujours les mêmes choses, qui 70, 80 ans, 90 ans plus tard disent « C'est passionnant ça, pourquoi on n'y a jamais pensé? Pourquoi on ne le lit plus depuis si longtemps? » Parce qu'il y a des œuvres qui sont enfouies, mais qui toujours renaissent pour peu qu'on puisse les trouver. Parce qu'elles sont vraies, ce que dit Pareto, c'est 80%, pour les gens qui nous écoutent, c'est 80% des phénomènes sociaux sont distribués d'après la loi de Pareto, enfin 100%. 80% des accidents de la route sont créés par 20% des conducteurs, et c'est pour ça qu'on emmerde tout le monde à la place de voir qui sont ces 20% et de les interdire de conduire, quoi. Ce serait plus simple. Non, mais vous noterez qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, alors ça, je fais le lien qui va vous sembler étrange, mais même dans la gestion aujourd'hui de l'islamisme dans l'espace public, il y a quelque chose de semblable. Il y a un député républicain que je ne nommerai pas, mais qui est quand même député là, à l'Assemblée, il est même rendu ministre, qui a présenté, j'en parle dans le livre parce que ça m'a rendu fou, une proposition de loi pour interdire les propos anti-républicains. Il voulait créer un délit d'anti-républicanisme.
Le problème avec ça, c'est que quand on voit... à quoi fait-on référence quand on dit République? Est-ce qu'on fait référence à la forme politique qu'est la République? De ce point de vue, faut-il bannir de la vie publique et mettre en prison tous ceux qui ont la nostalgie de la monarchie ou tous ceux qui pensent que la monarchie n'avait pas que du mal? Si ce sont les fameuses valeurs républicaines, qu'est-ce que c'est? Personne ne sait, mais ce qu'on sait, c'est qu'on se rend tous coupables un jour de s'en éloigner. Donc tous en prison. J'essaie de comprendre ce qu'on met derrière ça, mais à l'origine, on nous dit oui, c'est un projet de loi pour lutter contre les frères musulmans et l'islamisme. Mais alors, lutter contre l'islamisme et ne créez pas un délit idéologique qui fait en sorte que si vous vous éloignez du périmètre de la route du moment, en prison. Vous êtes en train de dire que ce type, il sait très bien que le danger, c'est l'islamisme. Du moins, il pense le savoir. Ah, mais il le dit. Il le dit, mais il va essayer de cacher le fait qu'il lutte contre l'islamisme en faisant autre chose. Et ça, j'ai vu ça toute ma vie avec les hommes, en particulier de droite en France, les hommes politiques français. Par exemple, au moment du vote sur l'avortement avec la loi Veil, là, j'avais un très bon ami qui a été ministre, etc. Il me dit, je vais voter pour. Je lui ai dit, mais tu vas voter pour, mais je sais que tu es contre. Il m'a dit, oui, mais si je vote pas pour, je ne serai plus jamais reçu nulle part. Et donc, derrière ces espèces de tentatives de masquage, ils essayent de dissimuler quelles sont leurs intentions, qui est de lutter contre l'islamisme. Ben oui, parce que l'islam, c'est peut-être une mauvaise religion, j'en sais rien. Je vais vous donner un autre exemple que j'ai évoqué il y a un instant. Au nom de la lutte contre la pédocriminalité, qui, évidemment, ça va de soi. Mais là, au nom de cette lutte-là, dans les faits, aujourd'hui, il y a une volonté de créer une forme d'encadrement de l'identité numérique des uns des autres, qui fait qu'à terme, ça sera des conditions, le fichage universel est devant nous, mais pour la plus noble cause. Comme je vous dis, si vous avez rien à craindre. Même chose sur la question de la propriété. On nous dit, je me rappelle, je crois que c'était au mois de juillet, on nous dit, les gens ont des maisons beaucoup trop grandes aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça, oui, donc, il va falloir peut-être penser à... On vous le dit pas, mais pensez la prochaine étape. Et là, donc, au nom de la lutte contre le climat, ils vont nous condamner à la colocation universelle. Et ils vont s'en prendre encore une fois au droit de propriété. Donc, on commence à comprendre que les plus nobles motifs revendiqués masquent souvent, ou à tout moins s'accompagnent d'une pulsion prédatrice. Très bien. Mais alors, cette pulsion contre la propriété, qui est très très forte en Europe, elle est beaucoup moins forte aux États-Unis. Je vous le concède. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont un peu plus d'intellectuels indépendants. Ouais. C'est parce qu'ils ont ils ont plus de moyens, ils sont indépendants financièrement. Non, mais alors moi je le vois aussi avec une partie de la droite française que je fréquente tous les jours. Ils vont tous dire oui, parce que moi Comment vous travaillez dans un système de droite? Non, pas du tout, parce que j'ai des amis tout simplement. Non, ah bon, je craignais que vous acceptiez le fait que la télévision dans laquelle vous apparaissez de temps en temps était de droite, mais... Ah ben je prétends pas ça, moi je prétends que c'est une télévision pluraliste. Vous connaissez la boutade. Alors, moi j'ai qu'est-ce qu'un journal de droite? C'est un journal où il y a aussi un journaliste de droite. C'est ça. Mais la question identitaire aujourd'hui fédère en fait les différentes droites. Oui. Avec raison, parce que c'est une question fondamentale. On n'a pas envie de devenir étranger chez nous. Non. Quand on bascule dans la question économique, je constate qu'elle suscite une immense lassitude, même chez ceux qui, intellectuellement, sont d'accord. C'est vrai, il y a trop d'impôts. C'est vrai, l'État s'occupe de trop de choses. C'est vrai, l'État réglemente tout. Mais est-ce que c'est si important? Et je trouve qu'il y a une sous-estimation des enjeux culturels, anthropologiques, civilisationnels liés, par exemple, à la propriété. Dès lors que vous n'acceptez pas, dès lors que vous considérez, par exemple, que la propriété peut être aisément violée, mieux connue sous le nom du squat, dès lors que vous considérez qu'il est normal que si j'entre chez vous et j'ai réussi à m'y installer pendant une semaine, et dès lors c'est chez moi et ce n'est plus chez vous, et vous avez besoin d'utiliser les moyens immenses du droit, de l'État, tout ça pour être capable de récupérer votre propre bien, si on ne voit pas qu'on est là devant une forme de scandale absolu avec des majuscules, eh bien, le reste ne tient plus. Donc, il y a des évidences, me semble-t-il. Autrement dit, posons la chose autrement, il y a une dimension politique à l'économie qui n'est pas au cœur de la réflexion présente, mais qui devrait l'être. Vous avez parfaitement raison, et moi, je me suis battu toute ma vie contre ça. Mais vous voyez très bien, par exemple, quand vous discutez avec des hommes politiques français, que pour eux, fondamentalement, l'État est bon et le vizir est mauvais. Donc, oui, c'est ça. Donc, il suffirait qu'on change le vizir pour que ça se passe bien et que le vizir ce soit eux. Donc, eux, ils trouvent très bien tous ces trucs qui seraient mis à leur disposition. Parce qu'ils rêvent d'en faire usage pour eux-mêmes. Ah, mais voilà, mais pour le bien des autres. Donc, ils se rendent pas compte que c'est le système qui est pourri. Et la grande erreur, je pense, des conservateurs, c'est souvent de se dire, le jour où on va prendre le pouvoir, on va l'utiliser à notre manière. Non, parce que vous allez leur perdre, vous êtes trop nuls. Donc, ce qu'il faut plutôt faire... Et vous savez, cette administration, vous vous souvenez, ce truc qui s'appelait Yes Prime Minister? Oui, bien sûr. Ben oui, c'est parce qu'il y avait toujours...
toujours sur Humphrey qui est là, et qui bloque je sais bien, mais moi, ce qu'il faut, je pense, de ce point de vue... on n'analyse pas sur Humphrey en France. Mais même dans la lutte contre le progressisme, il faut déconstruire les moyens institutionnels du progressisme. Voilà. C'est-à-dire l'appareil administratif qui, quel que soit le gouvernement en place, a ses propres concepts, ses propres méthodes, sa propre prétention à administrer la société intégralement, parce que tout ce qui n'est pas réglementé demeure terre vierge à conquérir. Oui, donc ça, je pense que de ce point de vue, il faut... C'est un peu ce que disait Raoul, que j'ai entendu une fois ou deux, qui me fait rigoler. Il disait, dans le fond, les sociétés humaines peuvent organiser des sociétés de compétences, des sociétés d'obéissance. Et il dit, le problème, c'est que les sociétés d'obéissance, elles veulent toujours bouffer les sociétés de compétences. Eh bien, c'est pas faux. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. L'université française, c'était une société de compétences quand j'étais jeune, et c'est devenu une société d'obéissance. Mais de ce point de vue, si on veut... appelons ça déconstruire le progressisme, la gauche radicale, ça, il faut déconstruire son clergé, en quelque sorte, qui s'appelle le pouvoir, une partie du pouvoir étatique qui, dans les faits, est au service d'une forme de théologie nouvelle qui est le progressisme. Donc, il faut, dans une perspective conservatrice, déconstruire l'État administratif, déconstruire ces instances nombreuses, une bonne partie d'ailleurs d'une université devenue folle. Genre, moi, j'aime l'université en soi, je pense qu'il faut les universités, ça va de soi, mais le fait est que les sciences sociales aujourd'hui, on le disait il y a un instant, sont devenues folles. Donc, et on réussira pas, c'est pas parce qu'on va imposer 2 sociologues ou 2 anthropologues de droite dans un département que ça va changer. Je pense que de ce point de vue, il faut autonomiser les institutions, désétatiser et forcer finalement les progressistes, de ce point de vue, à lever eux-mêmes leur propre argent sans détourner celui de l'État pour avancer leur cause. Je suis tout à fait d'accord. Et donc on en arrive un petit peu à la seule solution, c'est comme... le problème auquel on va faire face, c'est d'où vient la souveraineté, quoi. Eh bien, en principe, elle venait autrefois, elle venait du roi de France, mais on lui a coupé la tête. Bon, ça, c'est fini. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est en Angleterre, ils rendent la justice au nom du roi. En France, on rend la justice au nom du peuple français. Mais à partir du moment où on dit que le peuple français n'existe plus et qu'on rend la justice dans des cours européennes, au nom de quoi la justice européenne rend la justice? Ah ben moi je pense qu'on le voit aujourd'hui, c'est une forme de justnaturalisme nouveau, progressiste. Donc les droits de l'homme, tels qu'ils sont, parce que les libertés publiques, moi j'aime. Ce qu'ils appellent les droits de l'homme, c'est le fruit d'une forme de nouvelle révélation quelquefois. Et... vous voulez dire qu'il y a Moïse qui est redescendu avec des commandements nouveaux? Non, enfin on appelle ça, c'est la séquence droit de l'homme à partir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On nous dit, nous avons compris les droits de l'homme, une forme de révélation, de réinterprétation. Et dès lors, il y a des théologiens particuliers, qui sont les grands juristes, les grands magistrats, qui interprètent le monde à partir de cours sous le signe d'un despotisme éclairé nouveau. Ça s'appelle le gouvernement des juges. Oui, bien sûr, mais qui devient de plus en plus dictature des juges. Et de ce point de vue... Ah mais ça, il n'y a pas de doute. Et ça, de ce point de vue, je pense que cette théologie progressiste, ces théologiens progressistes qui contrôlent par ailleurs l'institution juridique et qui interprètent le droit en fonction de leurs préférences idéologiques du moment, ça, si on ne nomme pas le régime, on va être condamné à ne rien faire. Voyez comment ils ont, par exemple, décrété, c'était il y a... oh mon Dieu, je pense que c'était sous Hollande, je crois que c'est le Conseil constitutionnel décrète qu'il n'y a plus de délit de séjour illégal. Mais qui êtes-vous, messieurs, pour décider de ça? C'est-à-dire, faites-vous élire si vous voulez imposer des choses. Mais on considère de ce point de vue qu'aujourd'hui, le pouvoir ne doit plus être élu parce qu'alors il dépendrait du peuple et le peuple est dangereux. Le peuple est dangereux. C'est exactement ça. Mais alors, ce qui est très grave, c'est que du coup, ces gens non élus capturent par l'intermédiaire du droit le monopole de la violence légitime et ils me mettent en prison. Oui. Et qu'est-ce qui va empêcher ça? Alors c'est pour ça que là-dessus, moi je pense qu'on doit poser la question du régime. Parce que les fameux populistes, les nationaux populistes conservateurs, tous ces gens-là, s'ils se contentent de croire qu'il leur suffit de gagner une élection, ils auront la récompense de leur vie, erreur les amis. Si vous gagnez une élection, eh bien la question c'est ensuite comment prendre le pouvoir. Comment prendre le pouvoir, c'est-à-dire être capable d'opérer une sociologie assez fine pour voir où le pouvoir a été redistribué dans l'État. Gouvernement, dictature des juges, hautes administrations, État profond, État administratif. Il faut voir comment s'est redéployé le pouvoir et comment le ressaisir. Et il faut lui couper le pognon. Ah ben ça je suis d'accord. C'est la seule façon de le faire. Il faut définancer la machine et en même temps il faut faire un usage du référendum. Voilà. Parce que le référendum demeure le principe, l'instrument qui peut faire rejaillir le peuple politiquement. Et là on va nous expliquer, les hautes autorités nous diront vous n'avez pas le droit, ok mais expliquez au peuple qui vient de voter à je sais pas moi 65% pour quelque chose qu'il n'a pas le droit d'avoir cette préférence-là. Et là on revient à cette crise de régime qui est à mon avis le fait structurant d'étant présent. Vous revenez à ce que je dis depuis un moment, c'est que la seule façon de sortir de tout ça, c'est d'aller à un référendum d'initiative populaire pour que l'ordre du jour ne soit pas contrôlé par ces gens-là.
Alors moi, le référendum d'initiative populaire, j'y suis favorable, mais je pense, voyant la France telle qu'elle est, ça commencera pas par là. Je pense que ça va commencer par la séquence telle que je l'imagine, si ça ne va pas aussi mal que je le crains. Le camp national réussit à se faire élire, avec la promesse d'un référendum, qui implique notamment justement une redémocratisation du pouvoir. Puis ensuite, dans cette séquence nouvelle, ceux qui seraient partisans du référendum d'initiative populaire pourraient ensuite le proposer. Mais ça commencera pas par là, vu l'état actuel dans le compromis institutionnel. Ça pourrait commencer un petit peu dans certaines régions où certaines communes pourraient décider de régler leurs problèmes par l'intermédiaire de référendums locaux, etc. Ah, mais je suis pas contre. C'est pas une opposition de principe que je fais. Je dis juste que je ne vois pas à court terme ce scénario se réaliser. Ce que je vois, c'est la possibilité d'un référendum de déblocage qui, par ailleurs, expose les élites qui vont refuser la légitimité de ce référendum, la légalité de ce référendum, et qui diront « Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, le fascisme ne passera pas. » Encore une fois, ils vont nous refaire le coup comme avec De Gaulle. Ça, c'est la prochaine étape. Ensuite, si sur le moyen terme, vous avez un agenda helvétique, et vous pensez qu'on peut normaliser la pratique référendaire sur le mode du référendum d'initiative populaire, je suis pas contre, je dis que je le vois pas à court terme. C'est dommage parce que je sais pas si on a, vous me dites court terme, long terme, je sais pas si on a beaucoup de long terme. Hein. Ah ouais, non, ça j'en suis convaincu. mais le fait est qu'il faut agir à court terme pour se redonner du long terme. Bien sûr. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'en parle beaucoup avec certains hommes politiques, je leur dis, vous êtes tous en train de raisonner pour les élections de 2027 ou je sais pas quand ça se passe. Et je leur dis, mais faites gaffe les gars, parce qu'il peut y avoir une période de crise entre là et maintenant, ou juste après les élections, où, si j'ose dire, le pouvoir sera ramassé dans la rue, parce qu'il y aura plus de... Donc il faut se préparer juridiquement à ce qui devrait se passer dans un pays normal, mais il n'est pas impossible qu'on ait une période anormale. Ah, mais à l'échelle de l'histoire, comme je dis, il arrive des moments chaotiques, il arrive des moments où les institutions ne fonctionnent plus, et dans ces moments-là, il y a une prime, je dirais, aux mouvances les plus organisées. À l'avance. Ça, je suis d'accord. Ensuite, et c'est probablement ce qui me reste d'optimisme en ces matières, je veux croire que la bataille ne se mènera pas dans la rue sur le mode violent. Là où ça va se passer dans la rue, je crois, c'est, imaginons... parce que, par exemple, je me suis trompé sur un truc en 2024. J'ai cru que le NFP, le Front populaire, descendrait dans la rue pour exiger, mais avec des dizaines, des centaines de milliers de gens, pour exiger un premier ministre de leur camp. Donc, ils auraient fait pression ils ont essayé. par la rue. Ils n'ont pas mené ça jusqu'où je croyais qu'ils iraient plus loin. Bon, une bonne chose qu'ils ne l'aient pas fait. Ouais. Mais le fait est qu'imaginons que le camp national arrive à faire élire quelqu'un à l'Élysée, et la majorité suit à l'Assemblée nationale. Il va y avoir dans la rue, cela dit, des manifestants. On sait que l'extrême gauche, on sait que la gauche radicale va chercher à enflammer les banlieues. On sait que plusieurs vont... Et ça, je pense qu'on entre dans une époque où le politique renoue avec le tragique. Oui. On quitte l'empire administratif tranquille et on renoue avec le tragique. Mais dans cette séquence, paradoxalement, l'empire administratif tranquille, c'est-à-dire globalement l'extrême centre, va se donner tous les moyens pour rester au pouvoir à tout prix, parce que globalement, ils ont tellement de privilèges liés à l'exercice de ces fonctions. Moi, ça me frappe. Ce sont souvent des gens, ça je le dis méchamment, mais je vois souvent des gens là-dedans qui, s'ils avaient cherché à faire une carrière normale à l'extérieur des circuits de copinage propres à cette élite-là, n'auraient pas la vie qu'ils ont. Et je pense que de ce point de vue, je deviens bêtement matérialiste. Je pense que beaucoup de gens là-dedans sont très, très attachés à leurs privilèges et sont effrayés à l'idée de quitter les circuits du pouvoir officiel. Ben, ils ont ils ont très peur. Et comme le gars qui a organisé les retraites en France, qu'avait mis Macron au début, qui avait 13 retraites de la République. Comment peut-on avoir 13 retraites de la République ? C'est complètement impossible. Dans un pays normal, on n'a qu'une retraite de la République. Oui, non, permettez-moi d'aller plus loin. Dans un pays normal, on organise sa propre retraite. Oui, absolument. Mais l'administration, ils peuvent s'occuper de votre retraite. Mais je ne suis pas d'accord. Mais il vaut beaucoup, ce qu'on essaye de faire avec l'Université de l'Épargne, que ma chère fille est en train de lancer avec nous, c'est que les gens leur disent, surtout, vous ne demandez pas à l'État de s'occuper de vous. Mais moi, ça me frappe. Ça, c'est une observation que je fais souvent, même à CNews, je le dis assez souvent. Le Nord-Américain de base, globalement, s'il veut améliorer sa situation, il dit comment je peux travailler davantage, gagner plus d'argent, mieux aider ma famille, tout ça. Je trouve que trop souvent, même dans les classes moyennes en Europe, quand on veut améliorer sa situation, c'est qu'est-ce que l'État peut faire pour mon pouvoir d'achat. Voilà. Et ça, je trouve, c'est une chose. Il peut baisser les impôts, baisser les charges, baisser ci, baisser ça, mais ensuite, soyez responsables de vos vies, les gars. Et travaillez plus. Oui, mais le conditionnement psychologique
L'assistanat, autrement dit, ce n'est pas que dans les marges les plus déclassées de notre société. Non. La psychologie de l'homme ordinaire en régime social-démocrate est une psychologie assistée, même s'il ne le sait pas. Et surtout dans la bourgeoisie qui tourne autour de Versailles, autour de la cour. Là, vous vous rendez compte que le rêve de toute mère de famille, c'est quand même d'avoir un fils qui fait l'ENA, là, ceux qui ont des finances et qui terminent ensuite à Bercy, quand même. C'est quand même là où toutes les prébendes se distribuaient. Ah, mais ça, c'est quand même terrible. C'est-à-dire, c'est affreux. Le désir de Bercy me terrifie. Vous êtes allé à Bercy? Non, j'ai déjà vu. J'ai pas mis les pieds. Ça vous fout de moi. Ça vous fout une trouille. Ah, non, moi, j'ai peur dans la vie de 2 ou 3 trucs, genre, globalement, les mauvaises nouvelles médicales et du fisc. Parce qu'on essaie de faire les choses le plus honnêtement possible. Pas de votre banque? Moi, quand je reçois une lettre de ma banque, ça me rappelle quand j'avais 25 ans, je n'avais pas un rond, je recevais une lettre de ma banque, je commençais à transpirer abondamment avant même de l'avoir écrit. Alors hiérarchisons, nous n'avons pas les mêmes peurs. Moi, si je reçois un truc, fisc ou ma banque, j'ai beaucoup plus peur du fisc. Parce que je me dis, je me rappelle une fois, c'est une anecdote, ça se passe au Québec. On m'apprend que je dois, donner un montant significatif aux impôts que j'aurais apparemment dissimulé aux impôts. Comment ça? J'ai rien dissimulé. Donc là, je parle au gars au téléphone, il me dit, oui, mais ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des revenus d'action. Je n'ai pas dit, c'est des droits d'auteur pour mon dernier livre. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Oubliez ça, c'est une erreur de l'administration. Mais heureusement que j'ai téléphoné, sinon j'aurais pu me soumettre sur le mode je veux raser les murs pour avoir de soucis. Donc ça, c'est quand même, on veut pas parler à ces gens, on leur donne tout ce qu'ils demandent. Alors ça, je pense qu'il y a une forme, une forme de psychologie de l'assistanat. Il y a aussi, quoi qu'on en dise, je pense que c'est Thomas Thévenoud qui a pas été très longtemps en politique, qui parlait de phobie administrative. Bon, le type était pas inspirant, mais la notion de phobie administrative, je la comprends très très bien. Très bien, la phobie administrative. Et il y a aussi un tel respect de l'État dans la classe dirigeante en France que si vous commencez à dire que peut-être il pourrait mieux fonctionner, qu'on pourrait l'organiser un peu différemment, ce qui a été un peu mon cas, etc., vous n'êtes plus très invité dans les dîners en ville. Hein. Et ça va plus loin, je pense. Il y a même une réécriture de l'histoire assez étonnante, c'est-à-dire on nous dit l'État a fait la France. Je comprends ce qu'on veut dire de manière très générale, mais l'État qui a fait la France, c'est pas nécessairement l'État du Front populaire, c'est pas nécessairement l'État mitterrandien, c'est pas nécessairement l'État socialiste d'aujourd'hui. Donc l'État qui a fait la France, c'est pas l'État socialiste qui a fait la France. C'était une famille qui a fait la France. Voilà, ouais, c'était pas un État, c'était une famille. Oui, absolument. Et de ce point de vue, la mystique étatiste qui domine même à droite. Complètement. La mystique étatique existe à droite. Et c'est comme si je parlais avec un collègue récemment que j'aime beaucoup. Il est de gauche, il se veut de gauche, mais c'est un type franchement très bien. Puis il me dit, Mathieu, je m'inquiète de l'ultralibéralisme. Là, je dis, mais Marc, on n'en est pas au début de la possibilité, de l'hypothèse du mini-libéralisme. Donc calme-toi avec ton ultralibéralisme. Mais il y a cette idée que dès lors qu'on veut réduire significativement la taille de l'État, c'est que dans les faits, on rêve secrètement de persécuter les pauvres. Non, mais cette mystique, on a en fait l'État-providence, de ce point de vue, la formule est là. Il y a un rapport providentiel à l'État qui, d'une manière ou de l'autre, doit nous sauver. La grande différence entre la droite aux États-Unis et la droite en France, c'est qu'à droite, aux États-Unis, elle pense fondamentalement avec les pères fondateurs que l'État, c'est un mal nécessaire et que nous, on ne peut pas faire sans. Et donc, on a vraiment une espèce c'est le rapport à l'État qui a fait la différence pendant des siècles entre le monde anglo-saxon et le monde français. Quoi. Mais j'y reviens parce que ça me semble fondamental ici. Craindre toujours que l'État autoritaire, c'est demain. C'est ne pas voir que l'État autoritaire, c'est maintenant. Voilà. On le vit, et ce que j'appelle l'extrême centre, soit dit en terme revendiqué par certains. L'extrême droite, j'ai jamais vu personne se dire d'extrême droite, mais l'extrême centre, plusieurs s'en revendiquent. Donc le bloc central, le centrisme autoritaire. L'autoritarisme nouveau, il est là. C'est un autoritarisme diffus. Insidieux, administratif, juridique, qui se fait passer pour une défense de l'état de droit et des libertés, mais c'est un autoritarisme qu'on doit nommer comme tel. Et dans ces 2 Occidents, comme je dis, eh bien, j'avais une formule à l'origine, mais mon éditrice est une femme plus avisée que moi, j'avais un titre insupportable, c'était des 2 Allemagnes aux 2 Occidents. Elle m'a dit, c'est trop long. J'ai dit, d'accord, mais je vais quand même le dire tout le temps dans le livre. Des 2 Allemagnes aux 2 Occidents, c'est très bien, parce que dans le fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est l'Allemagne de l'Est qui a gagné. Ben, en fait, je dirais qu'on est dans ce moment où l'Europe occidentale a la tentation de l'Allemagne de l'Est. Moi, je cite au début d'un chapitre Éric Honecker. Alors, Honecker dit, au moment où on sent que le mur va tomber, il dit, il ne doit y avoir aucune brèche, on ne doit rien céder, parce que s'il y a la moindre brèche, on va tomber.
Eh bien, il n'y avait pas tort de ce point de vue. Et je pense que Mme von der Leyen, de ce point de vue, a une psychologie un peu à la Honecker. On ne doit rien céder aux populistes qui viennent parce que s'il y a la moindre brèche, on va être emporté. Et de ce point de vue, ils veulent construire une forme de nouveau mur de Berlin, mais juridique, administratif et numérique. Et contre les États-Unis. Mais bien sûr, parce que, autrement dit... Vance le discours à Munich, c'était incroyable ce discours. Mais vous savez, moi je dis, mais de manière amusée un peu, aujourd'hui je dis l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, ce sont les nouveaux pays de l'Est. C'est-à-dire que dans les faits, le bloc occidental a ingurgité une dose suffisante de socialisme mental et de psychologie soviétique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la même méthode pour empêcher, par exemple, le mur de Berlin. Vous connaissez son véritable nom. C'était le mur antifasciste, le mur de protection antifasciste. Mais de la même manière, aujourd'hui, avec toute leur régulation anti-liberté, si Trump gagne, ça veut dire quelque chose de très important. Ce que vous dites, ça veut dire que dans le fond, il va y avoir un mur entre les États-Unis et nous. Ben, ils vont le faire. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Quand la guerre contre les plateformes américaines, c'est pas seulement un souci de souveraineté numérique européenne, c'est une peur qu'à travers ces plateformes puissent s'exprimer des mouvements nationaux et identitaires et démocratiques comme il y en avait aussi auparavant. Et de ce point de vue, on revient presque à une forme d'histoire archaïque du politique. C'est-à-dire, il y a les idéologies, il y a les discours, puis à la fin, il y a une élite qui veut le pouvoir et il y a des insurgés qu'il faut mater. Et on traite globalement aujourd'hui le peuple sur le mode de la collection d'insurgés à mater. Oui, mais c'est un peu ce qu'essaieraient de faire les démocrates aux États-Unis. Ils ont raté, mais donc on a un Trump qui essaie de revenir vers le peuple. Donc écoutez, encore une fois, si j'ose dire, ça n'est que la suite de vos précédents livres. Je cultive mes obsessions. Chaque fois, je me dis, c'est réglé, j'en parle plus, je parle d'autre chose. Et là, finalement, mon obsession vient toc, toc, toc. Il y a encore des choses à dire. Je connais ça très bien, moi. J'ai eu le même problème avec l'euro, pour lequel j'ai dit du mal pendant des siècles. Et puis à la fin, je me suis dit, maintenant, tout le monde sait qu'il y a une saloperie, j'en parle plus. Et j'en parle quand même. Donc voilà, bah, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Et puis, surtout, le prochain, j'aimerais que ce soit cette histoire des parias. Parce que ça me paraît un sujet particulièrement important. Sachez, c'est les deux prochains que j'ai en tête, il faut que je décide lequel je vais. C'est soit une histoire des parias, soit une parce que c'est le bout de chapitre là-dedans, vous savez, le chapitre sur la droite américaine, à l'origine, il y avait 85 pages. Donc, c'était comme un livre dans le livre. Donc là, je l'ai raccourci. Donc, soit ce sera une nouvelle histoire de la droite américaine, soit c'est une histoire des parias, mais les deux livres vont venir dans les 5 prochaines années, ça, c'est certain. Eh bien, écoutez, on les attend et on vous invitera à nouveau. Merci. Merci infiniment.